J'ai laissé ma fille de 6 ans une nuit chez ma belle-mère. Le lendemain matin, ma fille m'a chuchoté. « Maman, grand-mère a dit que je ne devrais jamais raconter ce que j'ai vu. » J'ai dit, « Chérie, qu'as-tu vu ?» Sa réponse m'a fait « Appelez immédiatement la police. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand je suis allé chercher ma fille de 5 ans chez sa grand-mère, je pensais que le plus dur de ma journée était derrière moi. Je n'étais même pas parti 24 heures. Juste une nuit. Je me suis approché du porche, comme d'habitude, m'attendant à la voir courir vers moi avec ce grand sourire excité qu'elle arbore toujours quand je m'absente, même pour quelques heures. Mais au lieu de cela, elle est sortie lentement, serrant fort son ours en peluche, le regard bas. Je me suis accroupi et j'ai ouvert les bras. Elle m'a serré dans ses bras, mais son étreinte était différente, comme si elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes montés en voiture. Je l'ai attachée et lui ai demandé si elle s'était amusée. Elle n'a pas répondu tout de suite, se contentant de regarder par la fenêtre. Puis elle s'est penchée vers moi et a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman. Mamie a dit que je ne devais jamais te dire ce que j'ai vu. » Je me suis retourné sur mon siège, le cœur battant la chamade. « Ma chérie, qu'as-tu vu ?» Elle a levé ses grands yeux marrons vers moi, et ce qu'elle a dit ensuite a fait trembler mes mains. Je n'ai pas attendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Je m'appelle Anna. J'ai 32 ans et je vis dans un quartier tranquille juste à l'extérieur de Columbus, en Ohio. Je suis enseignante en CE2 dans une école publique locale. Et plus important encore, je suis la maman d'une petite fille brillante et magnifique de 5 ans nommée Leia. Elle est tout mon univers. J'ai perdu mon mari, Ethan, il y a 3 ans dans un accident de voiture. Il rentrait du travail un soir de pluie quand un camion a grillé un feu rouge. La police m'a dit qu'il était mort sur le coup. Je venais de coucher Leia pour sa sieste quand j'ai reçu l'appel. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. À l'époque, elle n'avait que 2 ans, trop jeune pour comprendre pourquoi papa ne rentrait jamais à la maison. Pendant des semaines, elle continuait de demander quand il reviendrait. Je n'avais pas de réponse, juste le même câlin silencieux à chaque fois. C'est là que tout a changé. Depuis, il n'y a plus que nous deux. Nos journées sont remplies d'histoires avant de dormir, de dîners de macaroni et de chaussettes dépareillées. Nous faisons les courses ensemble, nous nous brossons les dents sur la même chanson, et chaque soir avant de dormir, elle insiste pour que je m'allonge à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Certaines nuits, je reste là plus longtemps, juste pour écouter sa respiration. Je n'avais jamais réalisé à quel point une maison pouvait paraître silencieuse avant d'être la seule adulte à y vivre. Élever un enfant seul n'est pas facile. C'est terrifiant, en réalité. Chaque petite fièvre ressemble à une crise. Chaque soir où je rentre tard du travail, je crains qu'elle ne pense que j'ai disparu, moi aussi. Mais nous nous en sortons. Elle me donne une raison de vivre. Elle me donne de la force. Et j'essaie chaque jour de lui offrir une vie qui semble toujours complète, même s'il y manque quelqu'un. Eleanor, ma belle-mère, est la mère d'Ethan. Elle vit à environ 40 minutes de là, dans une partie rurale du comté, dans la vieille ferme où Ethan a grandi. Après l'accident, Eleanor a proposé son aide, mais cela a toujours semblé compliqué. Ce n'est pas une personne chaleureuse. Elle est polie, mais distante. Même avec Leia, il y a toujours eu cette tension silencieuse entre nous, comme si nous nous tenions chacune à l'extrémité d'un pont fissuré, attendant que l'autre fasse le premier pas. Elle ne m'a jamais vraiment approuvé. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais je le voyais dans la façon dont elle me regardait à l'enterrement d'Ethan. Comme si je n'étais pas le bon genre de femme pour son fils. Comme si j'avais quelque chose à prouver. Pourtant, elle est la grand-mère de Leia, et je voulais que Leia ait un lien avec la famille de son père. Je ne voulais pas que mes propres sentiments fassent obstacle à cela. Alors, au cours des 2 dernières années, j'ai laissé Leia passer quelques après-midi chez Eleanor de temps en temps. Jamais pour la nuit, juste de courtes visites. Je m'assurais toujours d'être à proximité ou que c'était pendant des vacances ou quelque chose de simple. Leia ne semblait pas s'en plaindre. Elle ne parlait jamais beaucoup de sa grand-mère après, mais elle ne se plaignait jamais non plus, alors j'ai maintenu ces visites occasionnelles et brèves. Le mois dernier, mon école a organisé un séminaire d'un week-end pour le corps enseignant et le personnel. C'était facultatif, mais fortement encouragé. Ils abordaient les nouvelles modifications du programme, et je ne voulais pas manquer ça. Cela signifiait m'absenter pour une seule nuit, et je n'avais pas beaucoup d'options. Ma sœur, qui m'aide habituellement avec Leia, était en voyage avec son mari. Mes parents vivent en Floride. Il ne me restait donc qu'un seul choix.
Quand j'ai appelé Eleanor pour lui demander si elle pouvait garder Leia pour la nuit, il y a eu une longue pause au bout du fil. Puis elle a dit, « Bien sûr. Je me demandais quand tu allais enfin me laisser la garder plus de 2 heures. » Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais je l'ai ignoré. Le matin où j'ai déposé Leia, elle était son habituelle nature pétillante, sautillant dans ses bottes de pluie coccinelle, même s'il ne pleuvait pas. J'ai préparé ses goûters préférés, une tenue de rechange, son ours en peluche nommé Marble et son livre d'histoire pour le soir. J'ai vérifié 2 fois sa brosse à dents. J'ai même écrit une liste de numéros d'urgence et les collé sur son sac. En tendant ses affaires à Eleanor sur le pas de la porte, j'ai essayé de masquer ma nervosité derrière un sourire. Elle a pris le sac sans me regarder. « Êtes-vous sûr d'avoir tout ce dont elle a besoin ?» ai-je demandé, moitié par instinct, moitié par panique. « Anna, j'ai élevé Ethan », a-t-elle répondu sèchement. « Je pense que je peux m'occuper de ma petite fille pendant une nuit. » J'ai hoché la tête. J'ai embrassé Leia sur le front et l'ai serrée fort dans mes bras. Elle ne semblait pas inquiète. En fait, elle était excitée de montrer à sa grand-mère comment elle pouvait lire toute seule les premières pages de son livre. En partant, je me suis dit que je réfléchissais trop. Juste une nuit, tout irait bien. Je serais de retour le lendemain avant midi. Ce n'était pas la première fois qu'une mère devait lâcher un peu prise, et ce ne serait pas la dernière. Mais au fond de moi, je sentais quelque chose qui ne partait pas. Une oppression dans ma poitrine, une tension dans mes épaules. Je n'arrêtais pas de me dire de respirer, que j'étais trop dramatique. La vérité, c'est que je ne réalisais pas que j'avais raison d'avoir peur, car au moment où je suis allé la chercher le lendemain matin, tout ce que je pensais savoir sur Eleanor, et tout ce que je pensais pouvoir contrôler, était sur le point de s'effondrer. Je suis arrivé chez Eleanor le lendemain matin vers 10 heures, comme je l'avais dit. Le trajet m'a semblé plus long que d'habitude. J'avais l'estomac noué, non pas parce que je m'attendais à un problème, mais parce que Leia m'avait manqué. Je n'arrêtais pas d'imaginer son visage, me demandant si elle avait eu sa veilleuse habituelle, si Eleanor s'était souvenue de chauffer son lait avant de dormir, si elle avait serré Marble contre elle comme elle le faisait toujours. La maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Les rideaux étaient tirés, et aucune musique ni aucun dessin animé ne jouait à l'intérieur. D'habitude, quand je venais chercher Leia, j'entendais ses pas courir sur le plancher en bois avant même de frapper. J'ai frappé une fois, puis une deuxième fois. Après un moment, Eleanor a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux, comme si elle n'avait pas dormi ou ne voulait pas de ma présence. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle s'est juste écartée et a dit, « Elle est dans le salon ». Leia était assise sur le bord du canapé, serrant son ours en peluche, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle a levé les yeux vers moi, mais n'a pas souri. Elle n'a pas prononcé mon nom. C'est à ce moment-là que l'inquiétude que j'avais tant essayé de chasser est revenue en force. Je me suis approché et me suis agenouillé devant elle. « Salut, ma puce », ai-je dit doucement. « Tu t'es bien amusée ?» Elle a hoché la tête, mais le mouvement était à peine perceptible. J'ai tendu la main et j'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle a eu un léger sursaut, comme si elle n'avait pas l'habitude qu'on la touche avec douceur. J'ai regardé Eleanor, qui nous observait depuis le couloir, les bras croisés. On a joué à des jeux. Elle s'est couchée un peu tard, a dit Eleanor d'un ton plat. Elle est probablement juste fatiguée. Je voulais poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste levé, j'ai pris le sac de Leia, les remercié par habitude et j'ai accompagné ma fille jusqu'à la voiture. Eleanor ne nous a pas suivis dehors. Une fois dans la voiture, après l'avoir attachée, je me suis tourné vers elle. « Mamie a bien pris soin de toi ?» Leia a regardé par la fenêtre. Sa voix était à peine audible quand elle a dit « Maman. » Mamie a dit que je ne devais jamais te dire ce que j'ai vu. Ces mots ont tout arrêté. Le bruit de la circulation s'est estompé. Mon pouls battait dans mes oreilles. « Que as-tu vu, ma chérie ?» Elle m'a regardé. Son visage était pâle et ses yeux étaient grands ouverts, de cette manière qu'ont les enfants quand ils savent qu'ils ont touché à quelque chose de trop grand pour être compris. « Il y avait une fille dans la cave, a-t-elle dit. Je suis resté figé. Quelle fille ? Elle était dans une pièce. Mamie a dit de ne pas lui parler et qu'elle n'était pas réelle, mais elle avait l'air réelle. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Leia a continué, ses mots sortant en cascade, de cette manière précipitée qu'ont les enfants quand ils ont peur d'avoir des ennuis en disant la vérité. Elle avait une couverture mais pas de lit. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait mal au bras. Mamie m'a dit de ne pas la regarder et m'a fait promettre de ne pas te le dire.
Ma gorge s'est nouée. Je me suis forcé à rester calme pour Léa. À quoi ressemblait la fille? Elle était plus âgée que moi, peut-être comme Olivia de l'école. Ses cheveux étaient sales. Elle portait un pyjama. Je crois qu'elle avait peur. Maman. Je me suis rassise sur mon siège, mes doigts ont flotté au-dessus du contact, puis sont retombés sur mes genoux. J'ai fixé le volant, mon cerveau tournant à plein régime pour comprendre. Peut-être que c'était un jeu. Peut-être qu'Eleanor avait une poupée ou une vieille photo. Peut-être que Léa avait mal compris. Mais même en essayant de me convaincre, je savais que rien de tout cela n'avait de sens. Léa avait une imagination débordante, oui, mais cela ne ressemblait pas à une fantaisie. C'était trop spécifique, trop détaillé, et bien trop sérieux pour être ignoré. J'ai appelé mon amie Olivia, pas la fille de l'école de Léa, mais ma meilleure amie depuis l'université. Elle est psychologue pour enfants. Je lui ai tout raconté d'une voix qui s'est brisée à mi-chemin. Elle n'a pas hésité. Anna, ce n'est pas une histoire inventée. Les enfants n'inventent pas ce genre de détails. Si elle décrit la douleur et la peur, c'est quelque chose qu'elle a vu. Tu dois prendre ça au sérieux. Alors, je l'ai fait. J'ai ramené Léa à la maison et je l'ai installée avec un jus de fruits et son dessin animé préféré. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point j'avais peur. Je lui ai donné son ours en peluche et je lui ai dit de rester tranquille un moment. Puis, je suis allé dans la cuisine, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai composé le numéro de la police. Je ne sais pas si c'est une urgence, ai-je commencé. Mais ma fille vient de me dire qu'elle a vu une fille enfermée dans une pièce au sous-sol de ma belle-mère. La répartitrice m'a demandé de tout expliquer. J'ai répété les mots de Léa à l'identique. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit qu'elle envoyait immédiatement des agents sur la propriété. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Et si c'était vrai? Et si quelqu'un était là-bas en ce moment, seul et blessé? Et si ma fille avait vu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais voir et que j'avais failli passer à côté? C'est alors que la peur s'est transformée en autre chose. De la détermination. Au moment où j'ai raccroché avec la répartitrice, quelque chose a changé en moi. La peur était toujours là, oui, mais elle était enfouie sous quelque chose de plus fort. J'en avais fini de douter de moi-même. J'en avais fini de me demander si Eleanor avait de bonnes intentions ou si je surréagissais. Ma fille était rentrée à la maison, effrayée, murmurant l'histoire d'une fille qui pleurait dans un sous-sol fermé à clé, et cela me suffisait. Je suis resté près de la fenêtre, le téléphone toujours à la main, surveillant la route. Je ne savais pas combien de temps il faudrait aux agents pour atteindre la propriété d'Eleanor. Sa maison était située au-delà de la limite du comté, calme et nichée entre des bois denses et de longues routes de gravier. Si quelque chose se passait là-bas, si quelqu'un était blessé, je ne voulais pas perdre une seconde de plus. J'ai attrapé mes clés. Avant de partir, je suis retourné dans le salon pour voir Léa. Elle était assise en tailleur sur le sol avec son ours en peluche, regardant un dessin animé. Son expression s'était adoucie, mais je pouvais encore voir le poids de ce qu'elle m'avait dit. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Où vas-tu, maman ?» Je me suis penché et je l'ai embrassée sur le sommet de la tête. « Juste chercher quelque chose que j'ai oublié, ma chérie. Je reviens tout de suite. Tati Olivia va venir rester avec toi un petit moment. » J'avais déjà envoyé un texto à Olivia après l'appel à la police. Elle habitait à 10 minutes et n'a pas posé de questions quand je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. Elle m'a répondu par un seul mot, « J'arrive ». 5 minutes plus tard, Olivia est arrivée. Je lui ai raconté à nouveau ce que Léa avait dit, cette fois d'une voix tremblante. Olivia n'a pas scié. Elle s'est accroupie et a commencé à jouer avec Léa comme si c'était un jour normal. C'est le genre d'amie qu'elle est. Stable, calme, quelqu'un qui gère le chaos pour vous quand vos propres mains sont pleines. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Eleanor, le cœur battant contre le volant. Plus je m'éloignais de la ville, plus l'endroit semblait isolé. Pas de trottoir, pas de lampadaire, juste de grands arbres et le silence. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Léa avait dit à propos de la fille au bras blessé qui pleurait. Je n'arrêtais pas de l'imaginer enfermée quelque part dans cette maison où j'avais autrefois envoyé ma fille sans me poser de questions. Je me suis garé dans l'allée en gravier et j'ai coupé le moteur. Je pouvais voir la voiture d'Eleanor garée à sa place habituelle. Ses rideaux étaient de nouveau tirés. Aucun son, aucun mouvement. Toute la maison semblait immobile, comme si elle retenait son souffle. J'ai pris mon téléphone et j'ai monté les marches du Porsche. Je me suis forcé à sourire quand elle a ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé en fronçant les sourcils.
Je crois que Leia a oublié l'autre tenue de son ours en peluche, ai-je dit, en gardant une voix légère. La petite robe rouge qu'elle appelle la robe de pique-nique. Elle est contrariée si elle n'est pas avec son ours. Eleanor n'a pas bougé. Elle a plissé les yeux, m'étudiant. Je n'ai rien vu d'autre en nettoyant, a-t-elle dit. Je veux juste vérifier sa chambre très rapidement. Ça ne prendra qu'une minute. Il y eut une longue pause. Puis elle a reculé. D'accord. Fais vite. Je suis entré. La maison était propre, mais froide, pas physiquement, mais émotionnellement. L'air semblait lourd, comme s'il portait des secrets. Je suis allé directement à la chambre d'amis où Leia avait dormi. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé dans le petit sac à dos que j'avais préparé pour elle, faisant du bruit pour couvrir le son de mes pas alors que je me rapprochais du couloir du fond, celui qui menait au sous-sol. Eleanor a crié, j'ai dit juste la chambre, Anna. Je l'ai ignoré. La porte du sous-sol était fermée. J'ai tendu la main vers la poignée. N'ouvre pas ça, a-t-elle lancé d'un ton sec derrière moi. Sa voix était maintenant acérée, urgente. Je veux juste m'assurer que Leia n'a rien laissé en bas. Elle n'est pas allée en bas. Ma main est restée sur la poignée de porte. Alors pourquoi m'a-t-elle dit qu'elle avait vu quelqu'un? Les yeux d'Eleanor se sont assombris. Elle a 5 ans. Elle invente des choses. Pas comme ça. Elle s'est avancée vers moi, mais je me suis retourné rapidement et j'ai reculé. J'ai déjà appelé la police, ai-je dit. Ils sont en route. L'expression de son visage a changé. Pas de panique, pas de culpabilité, autre chose. Du mépris. Tu es vraiment comme je le pensais. Faible, dramatique, toujours à chercher un coupable. Je me fiche de ce que tu penses de moi, ai-je dit. S'il y a quelqu'un dans ce sous-sol, je ne partirai pas avant de savoir qu'il est en sécurité. Nous nous sommes regardés fixement. Le bruit de pneus crissant sur le gravier a brisé le silence. Des lumières rouges et bleues ont clignoté contre les fenêtres. 2 adjoints du shérif sont sortis de la voiture de patrouille. J'ai ouvert la porte et leur ai fait signe d'entrer. Elle ne voulait pas que je voie le sous-sol, leur ai-je dit. L'adjoint le plus âgé a hoché la tête. On s'en occupe à partir de maintenant. Je suis sorti, les mains tremblantes, non plus de peur, mais d'adrénaline. Debout sur le porche, j'entendais leur voix à l'intérieur. Celle d'Eleanor, élevée, puis des bruits de pas, puis un bruit sourd. L'un des adjoints a crié, « On a besoin de renfort. On a quelque chose. » C'est là que j'ai su que c'était réel. Leia avait dit la vérité, et quelque part derrière cette porte verrouillée, un enfant attendait que quelqu'un la croie. Je suis resté juste devant la porte d'entrée, les mains si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. L'air frais du matin pressait contre ma peau, mais je ne le sentais pas. À l'intérieur, j'entendais du mouvement. Des voix. L'un des officiers criait quelque chose que je ne pouvais pas bien distinguer, mais je pouvais entendre l'urgence dans son ton. Puis je l'ai entendu à nouveau, un bruit sourd, puis le son unmistakable d'un cliquetis métallique, comme un verrou qu'on force. Je n'ai pas bougé du porche, mais chaque nerf de mon corps était attiré par ce son. L'un des adjoints est sorti une minute plus tard, le visage pâle et tendu. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il s'est tourné vers sa voiture et a communiqué quelque chose dans le micro de son épaule. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, son expression m'en a dit plus que n'importe quel mot. « Il y a un enfant en bas », a-t-il dit. « Une fille. Elle est vivante. » Je n'ai pas parlé. Ma gorge s'est nouée. J'ai porté ma main à ma bouche et j'ai hoché lentement la tête. Je ne voulais pas y croire. J'avais espéré, d'une manière désespérée, que tout cela se révélerait être une erreur, que Leia avait mal compris, ou qu'Eleanor avait une raison étrange mais explicable de garder une porte verrouillée. Mais non, c'était réel. Ils ont sorti Eleanor menottée 10 minutes plus tard. Son visage s'était durci. Elle n'a ni pleuré ni crié. Elle marchait la tête haute, comme si c'était elle qui avait été lésée. Elle ne m'a même pas regardé, pas une seule fois. Alors que les officiers la guidaient vers l'arrière de la voiture de patrouille, elle a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je n'ai pas pu l'entendre. Une deuxième voiture de police est arrivée dans l'allée. Une ambulance a suivi de près. Les ambulanciers se sont dirigés rapidement vers la maison. C'est là que je l'ai vue, la fille. Elle semblait avoir environ 10 ans, peut-être un peu moins, mince, petite pour son âge. Son visage était sale, ses joues creusées. Elle était enveloppée dans une couverture, la serrant fermement comme si c'était la seule chose qui la rattachait à l'instant présent. Ses cheveux étaient longs, emmêlés, les pointes collées à son visage. L'un de ses bras était dans une écharpe improvisée.
Elle ne parlait pas. Ses yeux étaient grands et figés, regardant partout comme si elle ne faisait pas tout à fait confiance à ce qui se passait. Les ambulanciers l'ont accompagnée doucement jusqu'à l'ambulance. Je suis resté en retrait, mais elle m'a regardé droit dans les yeux pendant une seconde. Je lui ai offert le plus petit sourire que je pouvais, non pas de bonheur, mais de reconnaissance. Je voulais qu'elle sache que quelqu'un la voyait maintenant, qu'elle n'était plus invisible. Un officier est venu me parler quelques minutes plus tard. Il était calme, professionnel, mais on pouvait voir que ce n'était pas quelque chose qu'il voyait souvent. Il a expliqué que la fille s'appelait Ana Martinez. Elle avait été portée disparue près de 3 semaines plus tôt dans une ville voisine, à environ 40 minutes de là. Sa photo avait été partagée sur les réseaux sociaux, mais Eleanor vivait si loin de la route principale que personne n'avait pensé à vérifier sa maison. J'ai demandé comment Eleanor l'avait trouvée. Il a secoué la tête. Nous sommes encore en train de reconstituer les faits, a-t-il dit. Mais nous pensons qu'elle a peut-être attiré la fille d'un parc public. Anna était connue pour s'éloigner parfois. Ses parents ont dit qu'elle a un retard de développement et des difficultés avec les étrangers. Eleanor a probablement profité de cela. L'idée que quelqu'un puisse prendre un enfant vulnérable et le cacher ainsi me retournait l'estomac. Mais qu'est-ce qu'elle voulait d'elle, ai-je demandé. Elle prétendait la protéger, a-t-il dit. Nous pensons qu'elle était impliquée dans des forums conspirationnistes en ligne. Elle croyait que l'enfant était en danger avec sa vraie famille. Je suis resté là, abasourdi. Pendant tout ce temps, j'avais pensé qu'Eleanor était froide, critique et émotionnellement distante. Je n'avais jamais imaginé qu'elle était capable d'une telle chose. Je lui avais confié mon enfant. Et Leia, ma fille, avait eu raison. Elle avait vu quelque chose. Elle en avait compris la gravité. Même à 5 ans. Si elle n'avait pas parlé, si j'avais rejeté ses paroles comme des bêtises ou de l'imagination d'enfant, cette petite fille serait peut-être encore là-bas. J'ai appelé Olivia et j'ai demandé si je pouvais parler à Leia. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise sur le canapé avec Marble sur ses genoux, mangeant des crackers comme n'importe quel autre samedi. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit doucement. La fille que tu as vue chez mamie, la police l'a trouvée. Elle est en sécurité maintenant. Leia a cligné des yeux en me regardant. Elle n'est plus dans la cave? Non, ma puce, ai-je dit. Elle n'y est plus. Tu l'as aidée. Tu as fait quelque chose de très courageux en me le disant. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle s'est penchée contre moi et a murmuré, j'avais peur de te le dire. Je sais, ai-je dit. Mais tu me l'as dit quand même. C'est ça, être courageux. Cette nuit-là, après que Leia se soit endormie, je suis resté assise dans sa chambre et j'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Je n'arrêtais pas de penser à Anna, à ce qu'elle avait dû ressentir, enfermée dans cette pièce sombre, attendant que quelqu'un la trouve. Ce que cela signifiait que la personne qui l'avait sauvée était un autre enfant. Mon enfant. La vérité était venue de la plus petite voix de la pièce, et elle avait sauvé une vie. Dans les semaines qui ont suivi, les gros titres se sont déchaînés. Enfant retrouvé dans une pièce cachée au sous-sol. Grand-mère arrêtée dans l'affaire d'une fillette disparue. Notre communauté tranquille est devenue le centre de l'attention. Des journalistes ont frappé à ma porte. Des parents de l'école ont envoyé des messages. Certains offraient leur soutien. D'autres voulaient des détails. J'ai ignoré la plupart de tout ça. La seule chose qui comptait pour moi était de garder Leia en sécurité et de lui donner l'espace nécessaire pour guérir. Elle ne comprenait pas tout ce qui s'était passé. Pas comme les adultes. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Pendant quelques nuits, elle s'est réveillée en pleurant. Parfois, elle me demandait de laisser la lumière du couloir allumée, même avec sa veilleuse qui brillait à côté de son lit. Elle ne voulait pas parler de sa grand-mère. Je ne l'ai pas forcée. Au lieu de cela, je me suis assise avec elle. Je l'ai tenue dans mes bras quand elle en avait besoin. Nous avons lu ses livres préférés pour le soir, même quand elle les connaissait déjà par cœur. Je l'ai emmenée à des goûters, j'ai rempli son monde de réconfort et je l'ai gardée près de moi. À l'école, son enseignante a dit qu'elle était plus silencieuse que d'habitude, mais toujours participative, toujours curieuse, et qu'elle souriait à nouveau à la fin de la première semaine. Olivia nous a aidés toutes les deux. Elle a recommandé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de la petite enfance. Nous y sommes allés ensemble. Je ne voulais pas que Leia ait l'impression de traverser cela seule. Lors d'une des séances, Leia a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle ne voulait pas que je le dise, mais je savais que tu me croirais.
C'est à ce moment-là que les larmes sont venues. Pas celles, paniquées, que j'avais versées dans ma voiture ce jour-là, ni celles, silencieuses, que j'essuyais dans la salle de bain tard le soir. Celle-ci était différente. Elle venait d'un sentiment de gratitude profonde et silencieuse. J'avais passé tellement de temps à m'inquiéter de ne pas être à la hauteur en tant que mère, en tant que protectrice. Après la mort d'Ethan, j'avais constamment peur d'échouer avec Leia, de ne pas pouvoir lui donner la sécurité et l'amour dont elle avait besoin. Mais à ce moment-là, en l'entendant dire qu'elle me faisait plus confiance qu'à sa propre peur, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose de bien. L'arrestation d'Eleanor a conduit à plusieurs chefs d'accusation, dont enlèvement et séquestration. Elle a d'abord plaidé non coupable, insistant sur le fait qu'elle avait sauvé Anna, mais les preuves étaient accablantes. La fillette avait été enfermée dans une pièce cachée derrière un faux mur au sous-sol. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement un matelas au sol, une seule lampe et un cadenas sur la porte. L'écharpe sur son bras était improvisée et non traitée. Elle avait été nourrie juste assez pour survivre. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un acte de protection mal avisé. C'était un crime. Anna a été réunie avec ses parents. Je les ai rencontrés brièvement pendant l'enquête. Sa mère m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Elle m'a remercié encore et encore, mais je n'avais pas l'impression d'être une héroïne. J'ai simplement écouté ma fille. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai cru, et cela a fait toute la différence. Les enquêteurs ont dit qu'Eleanor était active sur des forums en ligne remplis de théories du complot. Elle croyait qu'Anna faisait partie d'un complot plus vaste et s'était convaincue qu'elle la sauvait. C'était troublant, triste et terrifiant à la fois. Je ne pouvais pas réconcilier la femme que j'avais connue avec celle qui avait fait cela. Mais au final, ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'Anna était en sécurité et que Leia était à la maison. Je ne parle plus à Eleanor. Je ne laisserai plus Leia l'approcher. Il y a des choses dont on ne peut pas revenir. Et même si une partie de moi regrette ce qui aurait pu être une grand-mère chaleureuse et aimante qui s'occupait de sa petite fille avec joie et gentillesse, je sais maintenant que faire semblant ne protège personne. Un soir, un mois après les événements, Leia m'a posé une question alors que je l'abordais. « Maman, est-ce que je suis une héroïne ?» J'ai souri. « Tu es mon héroïne. » Elle a hoché la tête pensivement, puis a tiré Marble sous la couverture et a fermé les yeux. Cette nuit-là, je suis resté dans sa chambre plus longtemps que d'habitude, non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que j'en avais envie. J'ai écouté sa respiration, régulière et douce. J'ai pensé à la facilité avec laquelle cette histoire aurait pu se terminer différemment. Si elle était restée silencieuse, si j'avais ignoré ses paroles, si l'aide était arrivée trop tard. On pense aux héros comme à des gens forts, bruyants, courageux, qui se précipitent dans le danger sans ciller. Parfois, les héros sont petits. Parfois, ils murmurent. Parfois, ils serrent un ours en peluche et disent quelque chose qui change tout. Je n'oublierai jamais ce que Leia m'a appris. Que écouter les enfants, ce n'est pas seulement les garder en sécurité. C'est leur montrer qu'ils comptent. Leur voix compte. Leur vérité compte. Et quand nous écoutons, vraiment, nous leur donnons le pouvoir non seulement d'être entendus, mais d'être crus. C'est ainsi que nous les protégeons. C'est ainsi que nous nous protégeons les uns les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou vous a rappelé à quel point la voix d'un enfant peut être puissante, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir aux personnes en qui vous avez confiance et à celles que vous choisissez d'écouter. Parfois, les vérités les plus importantes viennent des coins les plus silencieux. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à laisser un like. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'écoute peut sauver des vies. Et si vous avez déjà vécu un moment où un enfant vous a dit quelque chose que vous avez failli manquer, j'adorerais lire votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Des histoires qui comptent. Des histoires qui nous rappellent à quel point l'expérience humaine peut être fragile et forte. Merci d'être là. Prenez soin de vous, soyez bienveillants, et toujours,